rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves de 3e année. Voilà ici un autre exemple d'examen régional. Donc, il y a un proverbe en français qui dit « À force de forger, on devient un forgeron ». Donc normalement, pour ne pas avoir de problème pendant l'examen, il faut essayer de faire le plus possible des exercices, des examens comme ça. On va essayer, vous allez essayer de savoir à quel point vous avez assimilé les connaissances pendant le cours et de les appliquer. Donc en SVT, on ne va pas seulement apprendre les connaissances, mais on doit savoir comment utiliser ces connaissances pour répondre à certaines situations, problèmes. Donc commençons à la question, il est toujours par question de connaissances. Mais ici, je vais vous laisser normalement l'examen tel qu'il est. Donc avant de se précipiter pour voir les réponses, alors vous allez essayer de répondre vous-même, ainsi que vous avez entre parenthèses le barème. Comme ça, à la fin, vous allez vous évaluer vous-même. Donc, on ne va pas dire tout ça. Vous avez le temps de le faire vous-même. Voilà la 3e page. Donc, commençons par la restitution des connaissances. Donc, la première question demandée, premier exercice, la motricité volontaire. Déjà, lorsque vous lisez un mot, essayez de faire rappel aux connaissances que vous avez acquises pendant le cours, est caractérisée par la succession d'un ensemble de phénomènes. Les plus importants d'entre eux sont, donc vous devriez connaître le trajet. Ici vous avez les activités de cette activité nerveuse, mais ils ne sont pas ordonnés. Vous allez essayer de les ordonner. On vous demande de classer ces phénomènes par ordre chronologique dans le temps, en utilisant uniquement la lettre A, B, C, D. Donc commençons par l'envoi de l'influx nerveux par le centre nerveux. Donc c'est pas le premier qui va être. La formation, oui, c'est la première, c'est la formation de l'influx nerveux au niveau de la zone motrice, c'est-à-dire au niveau en avant de devant l'endos. Donc l'exécution, c'est enfin la réaction du muscle en se contractant et en se relâchant, c'est la dernière. Donc la première activité, c'est la formation de l'influx nerveux, donc c'est B. Et puis ça vient, le A, c'est l'envoi de l'influx nerveux par le centre nerveux. Et cet influx nerveux sera transporté par les nerfs moteurs à travers la moelle épinière pour arriver aux effecteurs moteurs qui sont les muscles. Donc D, c'est la 3e étape. Et puis en fin de compte, c'est la C, c'est-à-dire l'exécution du mouvement par l'organe. Question suivante. On considère les propositions suivantes A, B, C. Le cortex cérébral est le centre de la motricité volontaire et la sensibilité consciente. La déchirure musculaire est due au dépassement des limites de l'élasticité des muscles lors d'un effort musculaire. Et en fin de compte, la peau et les muqueuses représentent la barrière chimique contre l'infiltration des microbes. Donc on vous demande de recopier les propositions qui sont justes et vous allez corriger celles qui sont fausses. Commençons par la première. Donc le cortex, c'est-à-dire la matière grise de la moelle, plutôt du cerveau, et le centre de la motricité volontaire et la sensibilité consciente. Donc la proposition, il est vrai. B, la déchirure musculaire est due au dépassement. Il a dépassé les limites de l'élasticité, bien sûr, et la déchirure des fibres musculaires. Donc la proposition, il est aussi qu'il est vrai. Et deux autres propositions. La production et la maturation de la fossité se font au niveau de la moelle épinière. Donc normalement, il y a une erreur ici, que la production se fait par la moelle osseuse, mais la maturation se fait par le thymus. Donc après avoir sorti de la moelle osseuse rouge bien sûr, il va passer pour les B, il va directement, il a déjà acquis ses propriétés, mais il doit séjourner dans le thymus pour acquérir ses caractéristiques pour faire son travail. Donc il va passer par le thymus. Le groupe O, le groupe sanguin, on l'appelle aussi le groupe 0, il caractérise par la présence d'un antigène A sur la membrane plasmique des globules rouges. Non, donc pourquoi on a nommé le groupe 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun antigène à la surface des globules rouges. Et voilà la deuxième réponse. Bon, ici, vous avez un document qui représente une étape du phénomène de la phagocytose. Donc, vous devriez savoir su plutôt toutes les étapes de la phagocytose. Ici, vous avez l'une de ces étapes. Vous allez voir bien le schéma lorsqu'on vous propose un schéma bien grave. Essayez de le voir, de le lire tout entier. Donc le document représente une étape du phénomène de la phagocytose. On vous demande de nommer, je l'ai écrit en gras, mais si ce n'est pas écrit en gras, vous devriez utiliser un crayon pour souligner les mots clés et ainsi les verbes d'action.
Donc l'étape, on vous demande l'étape illustrée dans ce document-là. Essayez de voir bien. Donc ici, vous avez phagosome et vous avez des microbes à l'intérieur du cytoplasme et vous avez un noyau lobule. Donc puisque le phagosome se trouve à l'intérieur et vous avez des microbes à l'intérieur, donc ce sont des microbes qui ont été ingérés par le phagocyte. Donc première étape, ou bien l'étape qui est indiquée ici, c'est l'ingestion à l'intérieur. Après, l'étape qui va suivre, c'est l'étape de la digestion. Donc lors de la pénétration d'un repas, alors je m'excuse, je vais essayer d'arriver en arrière. Donc ici vous avez la cellule immunitaire intervenant dans ce phénomène-là, je n'ai pas indiqué, je m'excuse. C'est là le polynucléaire ou bien un phagocyte, le phagocyte qui va phagocyter les microbes. Donc c'est la cellule immunitaire qui intervient, c'est le phagocyte. Alors, deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique à la communication écrite et graphique. Donc lors de la pénétration plutôt dans la préparation d'un repas, une personne a touché par coïncidence une plaque métallisée brûlante. Elle la retire rapidement en sa main pour éviter la brûlure. Le document suivant qu'on va le montrer représente les organes intervenant dans cette réaction. Donc vous devriez déjà avoir une idée sur le phénomène ici ou bien l'activité nerveuse. Voyons voir le schéma. Donc je le conseille une deuxième fois de voir le document, de lire tous les éléments constituant ce schéma-là, que ce soit un graphe, que ce soit un schéma. Vous avez ici le fait de toucher quelque chose qui est brûlant, il a retiré sa main et vous avez la coupe de la moelle épinière et les organes qui interviennent. Passons maintenant pour voir les questions demandées. On vous demande de montrer à partir de ces données que le mouvement de retrait de la main est un mouvement involontaire ou bien on peut aussi un réflexe. Et deuxièmement, de terminer en justifiant. Donc ici, je l'ai écrit en gras. Essayez de montrer, de savoir quelle est la chose que vous devriez répondre. Donc ici, la première question de montrer, et la deuxième de déterminer et en justifiant la réponse. Donc vous allez essayer de déterminer en justifiant la réponse la nature de l'influx nerveux transmis par, premièrement, la fibre nerveuse numéro 1, vous faites référence au schéma, et la fibre nerveuse numéro 2 aussi sur le schéma. Donc pour le premier mouvement, c'est un acte réflexe, c'est un mouvement involontaire. Donc c'est un influx nerveux sensitif, centripète, c'est-à-dire vers le centre. Parce que l'excitation, il a touché la peau, donc il a retiré la main. Donc un influx nerveux qui est au niveau du récepteur de la peau et qui a traversé la racine postérieure qui contient le ganglion spinal pour arriver à la moelle épinière. Deuxième, c'est-à-dire la fibre nerveuse numéro 2, c'est une fibre qui vient de la moelle épinière vers l'effecteur moteur, c'est une fibre nerveuse motrice et il va conduire l'influx nerveux centrifuge, c'est-à-dire de l'extérieur de l'organe vers l'extérieur. Question suivante, quand l'influx nerveux arrive à la moelle épinière en muscle, on observe que le biceps répond par la contraction. Le triceps et le biceps se contracte et le triceps se relâche. On vous demande de déterminer la propriété des muscles mis en évidence à travers cette observation. Donc, qui a provoqué la contraction du muscle, c'est l'arrivée de l'influx nerveux. Donc, la question demandée ici de savoir voilà, que la propriété du muscle mis en évidence à travers cette observation, c'est la contractilité. Et puis la la question B, ici, quel est l'intérêt, c'est l'élément 2, déduire l'intérêt de l'activité opposée, on les appelle muscles antagonistes. Lorsque un muscle se contracte, automatiquement son opposé doit se relâcher, mais s'il n'y a pas cette propriété-là, on ne peut pas faire de mouvement. Donc l'intérêt de l'activité opposée, des muscles antagonistes, c'est l'extension, bien l'exécution du mouvement. Question suivante. Alors, représenté par des flèches, ou bien un schéma plutôt, les organes intervenant dans cette activité nerveuse en déterminant par une flèche, ou bien par des flèches, le trajet de l'influx nerveux en utilisant les termes suivants. Vous avez déjà ici, on vous propose déjà des termes scientifiques et des éléments qui interviennent dans cette activité nerveuse, et seulement vous allez les relier par une relation bien sûr logique. Donc, commençons par un excitant. Qu'est-ce qu'il va exciter? Il va exciter normalement la peau. Et après, l'influx nerveux sera transmis par les fibres nerveuses sensitives vers le centre nerveux des réflexes, c'est la moelle épinière, qui va transformer l'influx nerveux sensitif qui lui arrive en influx nerveux moteur et qui sera conduit par les fibres motrices vers l'effecteur moteur. C'était au niveau de la main qui contient des muscles qui vont se contracter et se relâcher.
Le deuxième exercice concerne l'immunité. Le choléra est une maladie dangereuse et due à une bactérie appelée le bacille vibrio choléra. Pour savoir comment le corps réagit contre ces bacilles-là, les expériences illustrées dans le tableau suivant ont été réalisées sur 3 groupes de poules qui ont les mêmes propriétés. Donc vous avez ici le tableau et je pense que vous avez bien lu ces expériences attentivement. Donc il ne faut pas perdre aussi de temps pour lire ce tableau-là, vous l'avez déjà lu. Et vous pouvez faire pause pour le relire une deuxième fois. Donc on passe directement à la question. Bon, j'ai affiché l'expérience isolée A. En utilisant les données du tableau, expliquer les résultats obtenus pour le groupe A. Donc le groupe A, il a été injecté par des bacilles cholériques. Le résultat, c'est la mort des poules. Donc on peut en déduire que ces bacilles sont mortels. Donc la mort des poules, le bacille cholérique est mortel. La question suivante concerne le groupe B. Donc toujours en utilisant le données du tableau, expliquer les résultats obtenus par le groupe B. Donc le groupe B, il a survécu. Si je vois l'expérience, je vois qu'il y a injection d'un sérum extrait de poules immunisées. Donc si ces poules sont immunisées contre le choléra, déjà dans leur sang se trouvent les éléments immunitaires, c'est-à-dire les anticorps qui ont été fabriqués par les lymphocytes B lors de la rencontre avec normalement l'anatoxine de ce bacille-là. Et lorsqu'on a injecté ce sérum-là, ces poules-là, et après on injecte le bacille, c'est-à-dire virulent du choléra, bien sûr, et les poules vont rester vivantes. Donc c'est la survie des poules. Donc grâce à la présence des anticorps qui sont déjà dans le sérum de l'animal qui a été immunisé. Alors pour le groupe C, pourquoi on vous demande d'expliquer la mort des poules? Donc vous savez ici une injection de sérum extrait de poules immunisées contre le tétanos, mais on a injecté le bacille cholérique. Donc vous le savez déjà, on est dans le thème de l'immunité spécifique. Donc si vous êtes immunisé contre une maladie X, c'est-à-dire que vous êtes immunisé seulement contre cette maladie. Si on veut vous immuniser contre la maladie Y, vous deviez être vacciné par l'antigène de cette maladie-là. Donc ici vous avez normalement deux antigènes qui sont différents. Donc l'animal n'a pas été immunisé. Donc même si on injecte cet antigène à cet animal-là, il ne sera pas immunisé parce que ici deux antigènes, celui qui correspond le choléra et l'autre du tétanos. C'est pour cela que le troisième groupe est mort. Donc la mort des poules du groupe C, les poules immunisées contre le tétanos sont immunisées contre cette maladie seulement, donc c'est une unité spécifique, pas contre le choléra. Donc déduire comment le corps réagit contre les bacilles tétaniques. Donc lorsqu'on injecte un antigène et un corps, il sera reconnu et sensibilisé. Et les lymphocytes B seront sensibilisés, ils vont se multiplier pour donner deux groupes de cellules, des cellules mémoire qui vont se rappeler de l'antigène qui a été entré, et le deuxième groupe va se transformer en cellules plasmocytes productrices des anticorps spécifiques pour la neutralisation de la toxine cholérique. Donc merci pour votre attention, pour la prochaine fois, bon courage, et je vous laisse avec la citation de Pierre Coubertin qui a une relation avec les Jeux Olympiques qui dit que chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.